Sur Al 24 News, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Faisal Al-Mokdad, ministre des Affaires étrangères syrien au Caire. C'est la première sortie depuis 12 ans, depuis 2011, date du début du conflit en Syrie. Réunion consultative au Parlement européen à Bruxelles entre la coordination de solidarité avec le peuple sahraoui et le groupe parlementaire Sahara occidental. Le chef d'état-major général des armées au Burkina Faso, limogé, le président de la transition, Ibrahim Traoré, nomme un nouveau responsable à la tête de l'armée, le colonel-major Célestin Saint-Poré. La Russie aux commandes du Conseil de sécurité de l'ONU à partir de ce 1er avril pour une présidence tournante d'un mois. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On entame cette édition par l'actualité dans les territoires occupés. Un jeune Palestinien du Negev est tombé en martyr par balle de l'occupation israélienne près de l'une des portes de la mosquée Al-Aqsa. Il s'agit de Mohamed Al-Hassaibi, âgé de 26 ans, qui a succombé à ses blessures. Après ce meurtre, les forces d'occupation ont fermé toutes les portes de la mosquée Al-Aqsa et la vieille ville Al-Quds. Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu Deina, a mis en garde contre l'escalade dangereuse orchestrée par les autorités d'occupation sionistes dans la mosquée Al-Aqsa, notamment à travers des agressions répétées contre des citoyens palestiniens au niveau de l'esplanade de la mosquée. Abu Deina a affirmé que l'escalade en question a pour objectif d'exacerber les tensions dans la région et provoquer des violences durant le mois de Ramadan. Et c'est justement dans ce contexte d'escalade quasi permanent que pas moins de 150 000 fidèles ont effectué hier la prière du soir Tarawih, et ce malgré les restrictions imposées par les autorités sionistes à l'entrée de la ville occupée de Al-Quds, empêcher l'afflux massif des fidèles. Rappelons que plus tôt dans la journée d'hier, environ 250 000 personnes avaient également effectué la prière du vendredi à la mosquée Al-Aqsa. Nous vous le disions en titre, pour la première fois depuis 2011, le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Al-Mokdad, s'est rendu en Égypte. Il a été reçu au Caire par son homologue égyptien Sameh Choukri à l'occasion de la première visite officielle en Égypte d'un chef de la diplomatie syrienne depuis le début de la guerre civile en Syrie. Au mois de février dernier, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a effectué la première visite officielle à Damas. Choukri avait transmis au président syrien Bachar al-Assad un message du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, dans lequel il a affirmé la solidarité de l'Égypte avec la Syrie et sa volonté de continuer à soutenir les Syriens face aux effets du tremblement de terre qui a frappé le pays le 6 février passé. Des réunions consultatives ont eu lieu au siège du Parlement européen à Bruxelles entre la coordination européenne pour la solidarité avec le peuple sahraoui et le groupe parlementaire Sahara occidental. Les participants sont revenus sur le principe de la décolonisation du territoire sahraoui conformément aux résolutions onusiennes. La réunion que nous venons d'avoir avec l'intergroupe parlementaire de l'Union sur le Sahara occidental de l'Union européenne a été vraiment très intéressante. On a pu parler des sujets tout à fait actuels, qu'il s'agisse, vous l'imaginez bien, du Maroc Gate et en fait du travail aussi à faire à ce sujet-là pour débusquer partout où c'est possible cette corruption marocaine. Et
puis ensuite, nous avons aussi parlé d'une image d'ailleurs très intéressante. Aujourd'hui, si on prend par exemple le fait que la Commission européenne a décidé que les accords Union européenne-Maroc se terminerait définitivement le 17 juillet et qu'il n'y aurait pas de prolongation. Et puis, le fait également on allait vers une décision que nous pensons favorable. Donc nous sommes venus au nom de l'association des Amis de la Race, Jacqueline Fontaine et moi, pour rencontrer et prendre contact avec le maximum d'eurodéputés français pour vraiment développer l'information sur le droit des Sahraouis et les actions nécessaires pour que leurs droits soient davantage reconnus et appuyés par l'Union européenne. Parce que de ce côté-là, il y a eu des accords qui ont été signés et qui malheureusement ne donnent pas la voix au Front Polisario notamment, alors que c'est lui qui doit être contacté pour faire des accords avec l'Union européenne. Le déficit de la balance budgétaire est un problème endémique pour le Maroc qui n'arrive pas à se sortir des griffes des importations. Les données relatives au mois de février indiquent une hausse du déficit à hauteur de 18%. Les détails avec Kherdin Batacha. La balance commerciale du Maroc accuse une nouvelle fois le coup. Moins 4,5 milliards de dollars depuis le début de l'année, plus de 17,8% rien que durant le mois de février. Les données macroéconomiques relayées vendredi dans un document du Bureau marocain d'échange sur les indicateurs mensuels du commerce extérieur durant le mois de février indiquent une hausse des importations de l'ordre de 11,6% pour dépasser les 11 milliards de dollars. La situation économique catastrophique du Maroc ne lui laisse guère le choix sinon de poursuivre une politique axée sur les importations, avec le risque conjugué d'aggraver le montant de la dette extérieure et d'impacter les dépenses budgétaires du royaume, du fait d'un déficit qui a dépassé le milliard de dollars depuis le début de l'année. Et alors que la facture énergétique du pays enregistre une courbe ascendante de près de 30%, les importations de biens représentent le premier poste de dépense relatif aux importations. Des importations de biens qui, dans le cas des produits alimentaires, enregistrent également une hausse de près de 12%. Ce contexte de crise économique accentue le sentiment de désespoir au sein des classes populaires. Grèves et autres mouvements de protestation redoublent d'intensité dans la rue, tandis qu'une partie de la classe politique, à l'image du PJD, tient le gouvernement pour responsable de cette situation. À la mi-février, la Banque mondiale avait pour rappel publié un rapport expliquant que l'économie marocaine était sous forte pression en raison de dysfonctionnements au sein des chaînes d'approvisionnement, une pression dont le citoyen marocain sera le seul à en assumer la facture salée, selon l'institution américaine. Changement à la tête des forces armées du Burkina Faso. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, a procédé à un remaniement en désignant le colonel-major Célestin Saint-Poré comme nouveau chef d'état-major général des armées à la place du colonel-major David Cabré. Le capitaine Traoré a également nommé un nouveau colonel au poste de chef d'état-major de l'armée terre. Au Burkina Faso, toujours, plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés dans des offensives lancées par l'armée burkinabé dans plusieurs régions du pays, ont indiqué des sources concordantes. Les autorités régionales du Yatanga ont affirmé que le village de Kasuka a été attaqué par un groupe armé tuant 6 personnes, dont 4 volontaires pour aider l'armée. Cette attaque survient un jour après le démantèlement d'une importante base de groupes armés à Mangodar et la neutralisation de plusieurs de ses membres. L'actualité, c'est aussi au Soudan, où la signature de l'accord cadre politique entre l'armée soudanaise devant conduire à l'unification de l'institution militaire et à la formation d'un gouvernement civil jusqu'à la tenue d'élections initialement prévues ce samedi. Les détails avec Tinina Al-Makassi.
Il semble que la superstition qui entoure le 1er avril est gagnée. Le Soudan, la signature de l'accord politique final, qui devrait initialement se tenir ce samedi, a été reporté de 5 jours, soit au 6 avril prochain, a indiqué le porte-parole du processus politique Khaled Omar Youssef. Si l'accord, rédigé par un comité mixte composé de 11 membres, dont des représentants de l'armée, de l'opposition et un délégué des forces paramilitaires, a été favorablement accueilli par les parties concernées, il reste, cela dit, certains points qui cristallisent les tensions, tels que l'agenda de la réintégration des groupes armés au sein de l'armée du pays, ou encore la possibilité d'ouverture de l'accord à de nouvelles parties, notamment les groupes armés et des organisations politiques ayant auparavant exprimé leur refus du dit accord. Le principal enjeu pour les Soudanais est le retour des civils au pouvoir, une condition bien remplie par l'accord cadre qui préconise une transition civile sur une période de 2 ans qui s'achèverait par la tenue d'un scrutin général. Pour rappel, le 5 décembre dernier, les militaires et civils ont franchi un pas important par la signature de l'accord cadre, visant à mettre fin à la profonde crise politique qui secoue le pays depuis le 25 octobre 2021, date de l'arrivée au pouvoir par la force de Abdel Fattah al-Burhan. C'était un sujet signé Khadija Kadaoui. Actualité continentale toujours, la Tunisie aura l'honneur de présider le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au mois d'avril. Pendant sa présidence du Conseil, la Tunisie œuvrera à concrétiser sa vision de trouver des solutions pacifiques, justes et durables à divers problèmes africains pour une Afrique sûre, stable et prospère, fière de son appartenance africaine. Déclaration faite par le ministre des Affaires étrangères tunisien. Rappelons que le pays a été élu au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour la période 2022-2024. Un mot également sur la tournée africaine de la vice-présidente américaine Kamala Harris. Elle se rendait hier en Zambie pour parler coopération et renforcement des relations bilatérales entre Lusaka et Washington, sans oublier la lutte contre le terrorisme. La coalition de Joe Biden a d'ailleurs insisté sur la nécessité de rééchelonner la dette zambienne qui s'est accentuée depuis la pandémie du Covid-19. À noter également que Kamala Harris a nié le fait que sa présence en Zambie n'avait pas pour objectif de contrer la Chine. Nous continuons à réitérer notre appel aux créanciers bilatéraux officiels pour qu'ils accordent une réduction significative de la dette à la Zambie. Présente sur le continent à travers ses nombreux investissements et projets de coopération, la Chine affirme sa volonté de permettre à l'Afrique une meilleure représentation au sein des organisations et institutions internationales. Lors du dernier débat du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant spécial de Pékin a déclaré qu'il est important de soutenir le rôle de premier plan de l'Afrique pour sa propre paix et sécurité. Un sujet signé Khadija Kadaoui. C'est fidèle à son principe de non-ingérence dans les affaires internes des États souverains, la Chine réaffirme son soutien à la souveraineté sécuritaire africaine lors d'un débat de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant l'impact de la politique de développement sur la mise en œuvre de l'initiative « Faire taire les armes en Afrique ». Ainsi, le représentant spécial chinois pour les affaires africaines a appelé la communauté internationale à soutenir le rôle de premier plan de l'Afrique dans sa propre paix et sécurité. Arguant d'une façon simple, le représentant chinois met en avant notamment la connaissance de l'environnement sécuritaire de l'Afrique par les Africains eux-mêmes. Liu Yuxi ne s'arrête pas là, il estime que la communauté internationale, à sa tête le Conseil de sécurité, doit réfléchir à des mécanismes permettant le renforcement de la coordination internationale pour mieux aider l'Afrique à relever ses propres défis.
Pour l'envoyé de Pékin à New York, la souveraineté sécuritaire et la non-ingérence n'excluent pas la coopération bilatérale, puisqu'il aspire à une progression de la coopération de l'ONU avec l'Afrique. Et dans le contexte mondial actuel, marqué par une remise en cause de l'hégémonie occidentale, Pékin, favorable à un monde multipolaire, multiplie ce genre de soutien lors du 17e sommet du G20 tenu à Bali en novembre dernier. Le président Xi Jinping a d'ailleurs appuyé l'adhésion de l'Union africaine à l'organisation. La Chine voit plus loin, estimant que la représentativité des pays africains doit aussi être revisitée au sein de l'organe exécutif des Nations Unies, à savoir le Conseil de sécurité. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui, dans la foulée de l'adhésion finlandaise à l'Alliance, s'était également exprimé sur le cas de la Suède, autre pays européen qui aspire à une adhésion à l'OTAN. La Suède et la Finlande renforceront l'alliance. Bien sûr, la Suède et les 28 autres alliés de l'OTAN qui nous ont déjà ratifiés espèrent que nous aurions pu franchir également les étapes finales avec la Finlande et nous sommes très reconnaissants à la Suède pour le soutien solide des futurs alliés. Je remercie la Roumanie pour la ratification rapide de la Suède et de la Finlande et comme je l'ai dit, la ratification est une décision nationale et la Turquie et la Hongrie peuvent prendre des décisions turques et hongroises. Conformément au règlement interne du Conseil, la Russie préside le Conseil de sécurité de l'ONU à partir du 1er avril dans le cadre d'une présidence tournante. La dernière fois que Moscou a présidé le Conseil de sécurité de l'ONU, c'était au mois de février 2022, au début des opérations en Ukraine. 14 mois plus tard, la Russie va de nouveau présider l'organe exécutif des Nations Unies pendant un mois. Une désignation critiquée par Kiev. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, déplore une véritable gifle au visage de la communauté internationale. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères appelant les membres actuels de l'organe exécutif de l'ONU à contrecarrer toute tentative russe d'abuser de sa présidence. Et technologie pour clore ce journal, l'intelligence artificielle pourrait représenter une nouvelle révolution avec ses apports et ses inconvénients. Plus de 1000 personnalités dont Elon Musk ont signé une lettre mettant en garde contre les dangers de l'intelligence artificielle. Quels sont les enjeux de ce nouveau phénomène? Élément de réponse avec Safouane Ben Sabri. L'histoire de l'humanité a connu plusieurs révolutions. Il y a eu l'imprimerie, l'industrialisation ou encore la découverte de l'ADN. L'intelligence artificielle pourrait être plus qu'une énième révolution. Pour la première fois de l'histoire, l'homme a créé une intelligence active indépendante de la sienne. C'est justement cette indépendance qui fait la particularité du phénomène. Plus de 1000 experts, dont Elon Musk et le PDG d'Apple Steve Wozniak, ont signé une lettre qui demande un moratoire pur et simple sur la recherche sur l'intelligence artificielle. Les systèmes d'intelligence artificielle dotés d'une intelligence capable de concurrencer celle de l'homme posent de graves risques pour la société et l'humanité. Nous appelons tous les laboratoires d'intelligence artificielle à suspendre immédiatement pendant au moins 6 mois. La lettre aux accents alarmistes met en exergue les dangers représentés par une technologie qui, à long terme, pourrait menacer plus de 300 millions d'emplois dans le monde. Ces derniers jours, des images circulent sur Internet de Donald Trump arrêté par la police, Emmanuel Macron au milieu de manifestants ou encore le pape François en doudoune géante. Point commun de ces images, elles ont toutes été créées par une intelligence artificielle. Des applications telles que Midjourney pouvant créer des photos de toutes pièces dont le réalisme est parfois troublant, pouvant induire en erreur un public non averti, à l'heure des fake news en tout genre. Les politiques sont par ailleurs appelés à prendre en charge la question. Les autorités italiennes ont annoncé vendredi leur décision de bloquer le robot conversationnel ChatGPT. Celui-ci menacerait la confidentialité des données personnelles des utilisateurs. C'est une première, d'autres États pourraient cependant s'en inspirer. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.